chez McDo, comme ils sont contraints par le prix, ils peuvent pas aller chercher l'exception. Donc nous, on s'est dit, on va faire sauter la barrière du prix pour pouvoir aller chercher les meilleurs ingrédients possibles. Quand tu commences à ce moment-là, tu me parles de vision, de micro-trottoir, de ton associé qui traverse les États-Unis. Mais est-ce que vous avez déjà mis les pieds dans une cuisine? Ah non. Le burger, c'est un produit d'assemblage. Et donc, théoriquement, si chaque étage, donc chaque ingrédient, c'est le meilleur que tu puisses trouver, normalement, à la fin, on devrait y être. Et donc, on a fait un travail de maboule sur chaque étage. On se dit que la seule façon de faire accepter ce prix-là, c'est de faire de la restauration assise. Donc, c'est à ce moment-là où on décide de faire de la restauration à table. Donc, chez Piennoy, la commande, elle est prise à table, tu es servi à table, tu payes à table. C'est un vrai service de restaurant. Le soir, on tamise les lumières, on met des bougies sur les tables. Donc, on s'est dit qu'en offrant une vraie expérience de restauration, le ticket moyen, le côté burger cher, il va disparaître. Bonjour Graphie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi ce matin, d'avoir traversé Paris sous la neige, parce qu'on est le 7 janvier, si je ne me trompe pas. Et il fait vraiment un temps polaire à Paris, c'est le cas de le dire. Mais on va avoir un sujet un petit peu réconfortant aujourd'hui, parce qu'on va parler burger, on va parler nutrition, on va parler marque. Des sujets qui mettent un tout petit peu plus de chaleur que ce qu'on peut voir dehors. Mais avant tout ça, Graphie, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent ce matin ou ce soir en fonction de où ils nous écouteront? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Graphie. J'ai cofondé PNY avec Rudy il y a maintenant bien 13 ans. C'est une chaîne de restaurants qui cherche à servir les meilleurs burgers de la planète. C'est une belle mission quand même. Ouais, sympa. Si on vient, Graphie, tu me parlais d'une vision, vendre ou en tout cas commercialiser les meilleurs burgers de la planète. C'est un pari, assez fou, Ouais. mais en même temps, ça a l'air d'être une histoire, palpitante. Tout le monde peut comprendre ou essayer de se dire: «Mais moi, chez moi, dans ma cuisine ou au restaurant, je cherche à manger ou à faire le meilleur burger». Plein de gens se sont lancés sur le pari du burger. Alors tu segmenteras bien évidemment, je pense, un peu le paysage concurrentiel parce que je pense qu'il y a des gens, bon, tu aimerais bien être attaché un petit peu à leur image, d'autres peut-être un peu moins et en même temps, c'est un vrai positionnement que tu nous vends dans les premières secondes où on t'entend. Mais avant ça et même avant l'histoire, du burger et de ta vie, quelles sont les 1ères étapes importantes de Graphie étant petite? Ah ouais. On va Tu vas vraiment en loin, arrière hein. là, oui. Alors Graphie étant petite, il faut savoir que moi je suis fille, d'immigrés sri-lankais. D'accord. Donc une enfance plutôt modeste. Mes parents ne parlant pas français, ils font, mon père est homme de ménage, ma mère est couturière, donc En vraiment des France. en France, donc vraiment des métiers, manuels pour, subvenir aux besoins de la famille et j'ai la chance de grandir dans une famille qui est aimante et qui, met l'éducation vraiment, c'est en mode famille asiatique, OK, numéro un des priorités. Donc je grandis comme, 1re de la classe quoi, ça a été mon OK. Donc ça t'a pas empêché de cartonner à l'école? Non, au contraire, parce qu'en fait, mes parents, ils voulaient vraiment que je sois dans un cocon pour pouvoir bien étudier et ils s'occupaient de tout le reste autour et ils me laissaient, vraiment, au centre de Concentré? la pièce pour me concentrer et pouvoir, faire des études, quoi et du coup, j'ai toujours eu un parcours, de 1re de la classe en banlieue, parisienne et arrivée au lycée, je fais une super rencontre. C'est, un de nos profs qui me parle du système de prépa. Donc en fait, je OK. connais pas du tout, la prépa avant ça. Pour moi, tu vas à la fac, quoi Et tes parents non plus ne et connaissaient pas ça? mes parents encore moins. Encore moins? Non, mais c'est assez fou parce que Et tu pas la première personne qui me dit ça. Heu, Rien que ce week-end, chez moi, donc moi, je le dis souvent pour les gens qui nous écoutent, mais toi, tu écoutes pas forcément les podcasts, mais je viens de Chalon-sur-Saône et d'accord. j'ai pas mal de copains à moi, qui sont, d'origine portugaise ou de pays, type l'Espagne et cetera et même, de pays d'Afrique et qui ont aussi des parents qui sont venus en France, parfois première ou deuxième génération. Les parents parlaient pas forcément français, hem et donc en fait, il y a un recul assez fou, c'est que la plupart, en tout cas, les parents ont accordé une très grande importance à leur éducation Oui, et au fait qu'ils maîtrisent parfaitement la langue oui, française, parce que, des fois les parents, la parlent pas du tout, et donc en fait, ils voient un petit peu en leur enfant déjà, une potentielle aide, c'est ça. mais aussi une quelque forme d'intégration, Mmh. j'imagine. C'est aussi ça, ce qui t'a Oui, été inculqué? oui, oui, complètement, complètement et en fait, ce prof me parle de la prépa et
Mais merci à lui parce que sinon j'aurais jamais fait ça. Donc je fais prépa. Ensuite, j'intègre HEC. Là, je rencontre mon associé et puis Pendant les cours? en dernière année, en OK. fait, on n'est pas sur les mêmes cours parce que moi, je suis en majeure entrepreneuriat, là où lui, il est en majeure alternative management. Donc on se croise pas spécialement. Mais lui, il raconte à tout le monde qu'il veut monter une boîte. Et là, c'est un pote en commun qui nous met en relation OK. en lui disant: «Attends, je crois que je connais quelqu'un qui peut» Qui peut t'aider ou en tout ouais, cas avec qui vous allez pouvoir matcher. ouais. Ce qui est assez fou, c'est que si on reprend un petit peu la jeunesse de PNY ou PNY pour les Français, on doit dire comment Tu alors? dis comme tu veux. Tu peux OK. même dire «Nice» si tu veux. OK, d'accord. Il y a des gens qui le disent comme ça? OK. Hem, tu es en 2011 à peu près. Ouais. J'ai Mmh. vérifié ce matin en me levant, je me suis dit: «Mais c'était quelle époque et en fait, à quoi ressemblait le burger en 2011?» Moi qui étais, qui venais de province, Mmh. les burgers comme tu les présentes aujourd'hui, travaillés, hem, rechercher une quelque sorte de perfection, de luxe, c'était pas vraiment moi l'image que j'avais, quand j'étais gamin du burger. Moi c'était, McDonald's, Mmh. en franchise, à Chalon-sur-Saône, ou en tout cas sur des modèles un petit peu différents du tien. Dans une ville de 50 000 habitants, il y avait déjà, 3 McDo, 1 Quick, et peut-être pas encore, KFC, Burger King, parce que ça arrivait beaucoup plus loin, dans les petites villes. Mais déjà le burger sur la forme fast-food était omniprésent. Ouais. Toi, en 2011, à ce moment-là, quel est l'état de la restauration et les regards qui étaient tournés vers le burger et l'image qui lui était associée plutôt? Bah, à cette époque-là, en effet, il y avait en gros que McDo, peut-être Quick. Enfin voilà, c'était vraiment fast-food. Après, il y avait les brasseries aussi qui proposaient des burgers, mais pas terribles. Tu sais, c'était du pain industriel, de la viande surgelée, des frites surgelées, pas de sauce. Donc il y avait que le fast-food et je me rappelle à l'époque, on avait fait des micro-trottoirs pour interroger des potentiels clients sur est-ce que ça vous dirait de enfin, est-ce que manger un burger premium avec des meilleurs ingrédients à 15 €, est-ce que ça vous dit? Bah, les gens ils disaient non. Ils disaient «Bah, non, enfin c'est 5 € chez McDo donc en fait pourquoi je paierais» et en fait ça a été complètement un flop cette histoire de micro-trottoir. Pour autant, ça ne nous a pas empêchés de le faire parce qu'on s'est dit que c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un ce que tu veux faire. Il faut lui servir pour qu'il capte et on a bien fait de le faire parce que Et à l'époque, c'était donc 2011, ouais, micro-trottoir. ouais, Et à ce moment-là, quand tu fais le micro-trottoir et que tu interroges les gens, en quelque sorte, c'est un peu ton début d'étude de marché, c'est ça, j'imagine. c'est ça. Hem, quand tu fais ce micro-trottoir, qu'est-ce qu'il y a dans ta vision et du coup celle de ton associé? Ouais. Nous, on veut vraiment faire ce qu'il y a de mieux parce qu'en fait, hem, lui, il a traversé les États-Unis à pied, de la frontière mexicaine à la frontière canadienne, donc c'est quand même genre 6 000 bornes. Ouais, Et en fait, c'est une espèce de rando qui est connue aux US et les points de ravitaillement, c'est des burger joints. Donc en OK. fait, il est passé de burger joint en burger joint et il est revenu de là obsédé par ça. Et moi, en même temps, j'étais en stage à New York et je vois arriver le phénomène Shake Shack. Shake Shack, ouais, qui est Donc très connu. avec, la queue incroyable, et je vais goûter et je me suis dit: «Punaise!» enfin, c'est vrai que fondamentalement, un burger, c'est du pain, du fromage et de la viande. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit exceptionnel et quelque part, chez McDo, comme ils sont contraints par le prix, ils peuvent pas aller chercher l'exception. Donc nous, on s'est dit: «On va faire sauter la barrière du prix pour pouvoir aller chercher les meilleurs ingrédients possibles». Non, mais c'est une belle histoire parce que c'est vrai que tu parles de Shake Shack, il y a In-N-Out aussi, Ouais. si je ne me trompe pas. C'est vrai que c'est des choses que j'ai découvert pendant mon voyage en 2017, aux États-Unis. Pour les personnes qui nous écoutent, j'ai une partie de ma famille qui habite aux États-Unis, dans la Silicon Valley, Mmh. et donc moi je connaissais absolument pas, je j'ai je pendant jeune, je suis pas sorti beaucoup de la France. Mes parents ne sont pas des grands voyageurs et j'ai pas eu la chance de voyager à travers Mmh. beaucoup le monde, avant. Et donc moi, quand j'arrive aux États-Unis et qu'on me montre In-N-Out et Shake Shack en partie, je me dis: «Mais c'est des super burgers, c'est super bon», mais il y avait pas grand-chose de comparable en France. En tout cas, Mmh. moi, je connaissais C'est pas. ça. Hem, quand tu commences à ce moment-là, tu me parles de vision, de micro-trottoir, de ton associé qui traverse les États-Unis, mais est-ce que vous avez déjà mis les pieds dans une cuisine? Ah non!
Alors après, moi j'ai bossé chez McDo pendant mes études, OK. mais j'étais plutôt, côté salle parce que, enfin je sais pas, enfin il m'avait affectée, à la salle Tu quoi. pas trop choisi. Ouais voilà. Donc non, on n'avait jamais bossé. Lui, il a bossé dans une trattoria italienne, mais pareil, il était, à la caisse, enfin il était en face, au Ouais. service. Mmh. Donc jamais vraiment d'expérience profonde et donc quand ça se passe, tu fais ton étude de marché, tu vois que il y a un attrait, mais en fait, les gens te disent: Non, il y «Beh, a pas d'attrait. je vais pas payer, je vais pas payer 15 €». En fait, c'est toi Oui. qui est con qui est sûr de ton coût et qui pense que les gens vont être prêts, à un moment donné, à payer ou alors tu revois vraiment ton offre et tu dis: «Bon, bah, 15 € à l'instant T, les gens, c'est pas possible». Comment tu vas inverser un petit peu la tendance de ton micro-trottoir et des En fait, ce résultats que qu'on tu vas s'est avoir? dit, c'est qu'on veut pas, heu, acheter des ingrédients moins ouf pour être moins cher. On OK. veut garder cette qualité-là et donc comment on fait pour faire accepter le prix? On se dit que la seule façon de faire accepter ce prix-là, c'est de faire de la restauration assise. Donc c'est à ce moment-là où on décide de faire de la restauration à table. Donc chez Pienway, la commande elle est prise à table, tu es servi à table, tu payes à table, c'est un vrai service de restaurant. Le soir, on tamise les lumières, on met des bougies sur les tables. Donc on s'est dit qu'en offrant une vraie expérience de restauration, le ticket moyen, le côté burger cher, il va disparaître. OK, et donc c'était ça le premier plan. Est-ce que tu te rappelles, là, quand tu conçois ça, tu es étudiant à HEC, il y a plein d'exemples d'entrepreneurs d'HEC qui sont lancés, sur, tout le côté un peu food. Bon, il y a ceux qui sont originaires notamment de la Felicita et du groupe Big Mama, hem et il y a un sujet, hein, qui revient sur, la manière dont on lance ce type de projet, c'est l'argent. Mmh. Pour le groupe Big Mama, je laisserai chacun faire, ses recherches sur comment ils ont réussi à créer leur premier restaurant, mais ils avaient quand même des appuis, plus ou moins financiers, de la part de leur famille, il me semble et puis, c'est assez connu dans le secteur. Mais quand demain on doit lancer un resto, nous on a des entrepreneurs parce que moi je finance plutôt la tech. Mmh. C'est vrai que j'ai reçu le fondateur de Bagelstein, Thierry Veil, et Mmh. tu es la deuxième graphie. Mais de base, en fait, ces sujets-là, je les traite peu. Mmh. Donc en fait, les business models, la manière dont on conçoit, à la fois les produits, la marge, comment on s'occupe de tout ça, les lieux, chercher des locaux et cetera, c'est pas du tout mon domaine. Quand tu étais à HEC en 2011 et tu veux lancer ton premier resto, comment tu vas réussir à trouver les fonds pour créer, PNY? Oui. Alors, Big Mama, eux, ils ont fait un truc, exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils sont partis, sur un modèle complètement hors norme, c'est-à-dire des espaces très grands avec une déco de folie. Enfin, et c'est un je pense que des entreprises comme ça, il y en a une tous les OK. tous les siècles. Nous, on était beaucoup plus, j'allais dire entre guillemets «normal», dans le sens où l'idée, c'était d'ouvrir un restaurant de quartier qui fasse venir tout Paris à lui. C'était ça le donc c'est un restaurant de taille normale, on a une quarantaine de places assises. On a fait de la déco, mais pas du tout au niveau, de Big Mama. Donc en fait, on reste dans un modèle de restaurant que la banque connaît et du coup, qu'elle finance. OK. Parce que, la restauration, traditionnelle, c'est un des piliers de la banque. Enfin, la banque finance ça très bien. Ils ont tous les métriques, ils financent ça depuis, la nuit des temps. Donc, de ce côté-là, ça a pas été très difficile. Tu es obligé de faire un apport en Tu obli réalité? En vrai, c'est exactement comme acheter un appart. OK. Donc C'est le même c'est, process. combien de pourcentage du montant total? Ça va être entre 20 et 30. 20 et 30. OK. Voilà. Donc on est allé gratter les fonds de tiroir pour avoir, Ouais, le premier rapport, mais ensuite vraiment la banque elle suit quoi. OK. Mmh. D'accord, et justement, donc là, tu as un rôle où tu dis, «On veut que Paris vienne à nous». Mmh. Je trouve que c'est assez fort quand même Ouais. comme discours. Enfin, comment tu vas choisir le lieu et quelles sont va être les briques les plus structurantes? Parce que nous, on dit tout le temps sur un peu la startup nation, en fait, quand tu lances ton truc, tout peut pas être parfait. Ouais. C'est-à-dire, tu peux pas arriver à avoir, le bon lustre au bon endroit, la bonne lumière, le serveur qui est souriant, tout le fournisseur qui t'envoie tout à temps. Quels étaient les éléments les plus importants quand tu as lancé et que tu as tourné le petit panneau, tu sais, open Ouais. sur, PNY et tu t'es dit: «Bah, en gros, bah, on a tel pilier de notre modèle où en fait, vraiment sur ça, c'est la base et si on les suit pas, ça peut s'effondrer et ça va pas marcher». Mmh. À notre époque déjà, c'est l'emplacement.
Il y a vraiment enfin, je pense, 90 de la réussite, vient de l'emplacement et aussi, moi, je suis convaincue d'un truc, c'est que ton premier emplacement, sa vibe va donner de la coloration à la marque et donc en fait, nous, on voulait vraiment avoir un côté très, cool, avant-gardiste, ouais, le côté cool kid urbain. OK. Et en 2011, le quartier qui frétillait à ce moment-là, c'était, la rue du Faubourg-Saint-Denis. On OK. avait, tout Paris qui venait rue du Faubourg-Saint-Denis, s'encanailler parce que, hem, tu avais, en gros, tu avais quelques bars mythiques et tu te retrouvais là, tu avais tous les gens de la com, c'était the place to be, mais pour le Paris alors underground, c'est un peu un mot, un peu trop enfin, pas à ce point-là, mais c'est là où ça se passait, quoi. OK. Mais il fallait le savoir et donc on ouvre à cet endroit-là et l'autre non négociable, c'est le produit. Parce que nous, on s'est dit qu'on n'allait pas faire de com et que tout allait se jouer sur, le bouche à oreille. Donc il fallait vraiment que le produit, la personne, elle mange et automatiquement, elle ait envie d'en parler à quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu me dis en plus, on voulait pas mettre d'argent dans la com. Mmh. Là, on est quoi? On est 14 ans après, Ouais, 15 ans après. ouais, J'ai checké, le Instagram de PNY ouais. et une des premières choses donc, pour la com, j'ai une amie qui bosse dans la com, qui m'aide un petit peu de temps à autre sur le podcast. Je pense qu'elle écoutera parce que je pense qu'elle est fan de toi et du restaurant et elle m'a dit: «Non mais franchement, la com, Ouais. de PNY, putain mais je trouve ça génial, s'ils embauchent à la com, j'aimerais trop postuler». Ils sont adorables, c'est Et adorable. et je me suis dit: «Bah, tu vois, en fait, le monde dans lequel on est à cette époque-là et que tu me dises: "Bah, pas de com", Ouais. c'est limite à l'opposé de ce que m'a dit Thierry Veil, où il m'a dit: «Bah, on n'avait pas de com, mais on a quand même investi dans la com avec genre zéro moyen». Donc en Mmh. gros, ils avaient choisi, une direction, plutôt artistique assez provocante, Oui, qui était très osée, oui. mais qui pouvait aussi, comment dire, être clivant pour les clients finaux et en fait, Thierry assume de dire: «Bah, il y a des gens qui n'aimeront pas ce que je fais et en fait, bah, je m'en fous et je vais me concentrer sur les gens qui Mmh. adorent Mmh. mon humour, adorent, ma vibe, adorent ma DA». Oui. Toi, justement, quand tu dis: «Bah, personne nous connaît», quand je vois un petit peu la manière dont tu es fait, je sais pas, je suis allé à Brooklyn, pendant mon voyage aux États-Unis, tu as quand même des atmosphères. Ce que tu parles là, rue Faubourg Saint-Denis, tu as, une DA aussi artistique Oui. dans la manière dont est conçue la marque, ton logo. Qui fait qu'en fait, je me dis: «Mais à l'époque, il y avait vraiment pas d'enjeu ou très peu d'enjeux sur ça?» Alors, c'est 2 choses complètement Ouais. différentes. Le côté, direction artistique, à l'inverse, on est mais Mmh. ayatollahesque sur le OK. sujet. C'est, on veut que les lieux soient beaux, marquants, intemporels. C'est-à-dire que, quand on rentre dans un PNY, avoir cette impression que c'était là depuis toujours et que ça sera là pour toujours, tu vois? Donc, nous, notre rêve, c'est de devenir institutionnel. Donc on va vraiment aller sur ce côté-là, et c'est délirant. C'est mon associé qui s'occupe, de la partie design et archi. Il va jusqu'à dessiner les chaises. Enfin, c'est OK. un ouais, on est des dingos de Du de design et cette de la partie-là DA, ouais, c'est de vrai. cette partie-là et tout l'argent qu'on gagne, on les réinvestit dans les restaurants pour qu'ils fassent toujours bon, chaud, soit beau, enfin, voilà. Et en revanche, la partie com qui est, faire des RP, du TikTok, de l'Insta, enfin moi c'est ça que je mets Ouais, dans ouais, la bien sûr. partie com, ça on bricole. Vous Là, on bricolez. bricole totalement, on sait pas du tout s'y prendre. OK. Mais parce que tu sais pas t'y prendre ou parce que c'était peut-être pas la priorité à l'époque, sur ce sujet-là? Je pense que nous, on peut-être qu'on vit dans un monde lunaire, mais on se dit que, le client, il se fidélise vraiment sur place et que, notre job, c'est de faire en sorte de lui donner envie de revenir. C'est Et comme ça que tu gères ton acquisition alors? alors l'acquisition, c'est par l'emplacement et par le fait que ce soit beau. OK. Donc le client qui passe en fait, le fait que l'emplacement il soit top, j'ai beaucoup de flux. Le fait que ce soit beau, les gens, ils rentrent et ensuite, comme ça va être, comme il va faire, bon, chaud, ça va être servi vite, pas trop cher, pour ce que c'est et cetera, en vrai, tu reviens. OK. Mmh. C'est fou que tu me dises ça parce que tu me dis chaud, Et tu me je le dis, dis beaucoup. beau. En fait, c'est des sensations, que ressent l'humain, Oui. et du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est,
quand, tu vois, pendant longtemps, on disait: «Non, mais McDo, ils diffusent de l'odeur de McDo Ah dans oui. les rues. On sent McDo et du coup, ça te donne envie». Et moi qui étais dans un collège pas très loin d'un McDo, c'est vrai que je sortais, je me disais: Bah «Non, oui. mais ouais, mais go, le Bah mercredi bien à sûr. 11h, je Bah prenais le oui, sac». J'avais envie d'aller au McDo, tu bien vois? sûr. Et je me dis: «Mais toi, globalement, là, quand je rentre chez PNY, quels sont un peu les sens que tu essayes d'éveiller chez tes clients?» Parce que tu vois, tu me parles de chaud, Ouais. ça veut dire que tu la ressens cette Ah ouais, chaleur, ouais, soit par les couleurs que tu mets, soit par, je sais pas, même le chauffage en lui-même. ouais, Enfin, tu vois, ouais, ça veut ouais. dire la bonne température, moi, il y a plein d'endroits où ma mère, elle va me dire: «Je vais pas au resto parce que dans cet endroit-là, il caille». Exactement, exactement. Nous, c'est super important, quand tu rentres dans un resto, il faut qu'il fasse chaud. C'est-à-dire que tu es vraiment genre bien, même si tu vas pas te le dire, consciemment, ton corps, lui, va s'en souvenir. Ensuite, on a un gros délire sur les odeurs, c'est-à-dire que, je veux pas qu'on sente le graillon. Ça, il y a rien de pire. Je trouve que quand tu as mangé au resto, tu sors, tu sens toute l'après-midi et cetera. Quand tu vas manger chez mamie, moi, quand je vais Ah manger chez mamie, ouais. elle fait de l'agneau, j'ai Mmh. Bon, après, chez mamie, c'est pas grave parce que c'est la famille, tu vois? Mais au resto où c'est censé être professionnel, c'est pas possible. Et enfin, le troisième truc, c'est, la lumière. On travaille énormément la lumière pour que, elle soit tamisée, qu'il n'y ait que des lumières indirectes. On adore les bougies. Enfin, heu, je trouve ça important, ce côté très, feutré. OK. Mmh. Et comment tu gères ça? Parce que tu disais, pas sentir le graillon. Ouais. Typiquement, moi, demain, j'ouvre un resto, comment je dois m'y prendre alors? Alors le graillon, c'est, au final, c'est le plus simple. C'est juste, faut mettre, les moyens dans ton système d'extraction. OK, Ça, c'est le plus simple. Le plus difficile, c'est la lumière OK. parce que, c'est, personne dépendante. C'est-à-dire que faut que la personne en service qui est manager de ce service soit suffisamment sensible pour baisser la lumière au bon moment, l'augmenter au bon moment, penser à mettre les bougies, et cetera. Donc c'est beaucoup plus, Plus complexe que intangible. ça? Ouais, OK. Et en ouais. plus, c'est variable, j'imagine, en fonction, des Mais oui, personnes? mais OK. oui. Variable en fonction des personnes, de la météo, du machin, enfin, Ouais, bah, non, mais clairement. ouais. Et quand tu reprends ça donc en 2011, tu me parlais et tu donnais les briques, qui ont construit, je dirais, PNY et ce que ça est aujourd'hui. Hem, Quels vont être les stades de développement, de PNY? Et surtout, la première question, parce que tu arrêtes pas de me dire que tes burgers, ou en tout cas ton ambition, c'est que ça soit les meilleurs du monde. Mais du coup, en fait, au début, comment tu vas faire pour du moins promettre ça Ouais. à tes clients? Déjà, on dit qu'on essaye de le faire, OK. tu Non, mais vois? comme ça, tu es sûr que tu t'engages pas Tu à vois? 100%. Je pense que c'est une quête sans fin. OK. On peut toujours faire mieux. Et ensuite, on part d'une idée toute bête qui est de se dire que le burger, c'est un produit d'assemblage et donc théoriquement, si chaque étage, donc chaque ingrédient, c'est le meilleur que tu puisses trouver, normalement, à la fin, on devrait y être. Et donc on a fait un travail, de maboule sur chaque étage. Par exemple, tu prends la viande, elle va être maturée. C'est des bêtes d'exception, on est direct producteur, on hache minute, on cuit la viande à la flamme, donc c'est cuit au barbecue. OK. Enfin, heu, on va loin dans le délire. Le pain, pareil, enfin, sur tous les et on fait ça même sur le café, même sur le thé, alors qu'on vend 4 sachets par mois. Enfin, tu vois? Ouais. Genre, OK, c'est comme ça que tu as mmh, fait. Et quand tu dis ça justement, à l'époque, moi si j'idéalise un petit peu ce monde-là, je suis en 2011, je connais Graphie, elle me dit qu'elle lance ces burgers-là et elle me dit qu'elle veut trouver les meilleurs ingrédients. Comment tu t'y prends pour trouver les meilleurs ingrédients? bah, on peut, par exemple, pour le pain, on découvre qu'il y a un concours du meilleur bun, OK, au monde, quoi. Et ce concours mondial, ça fait 6 années consécutives qu'il est remporté par un professeur de boulangerie d'Alsace. OK, Alors que c'est un concours mondial, hein. OK, Enfin, tu vois? Donc, tu as le Brésil qui enfin, voilà. Et on se dit: «Punaise, c'est un signe». Donc on prend ma voiture, on va chez le mec, OK, on sonne à sa porte et on lui dit, «Faut que vous nous expliquiez comment vous faites». Et le mec, il est professeur de boulangerie, donc il nous a embarqués dans son CFA. On s'est retrouvés en CFA, de boulangerie, OK. Tu avec fait tous les combien de temps? pas longtemps, genre, 2-3 jours, mais en OK. vrai, il faut pas beaucoup plus que ça. Mais c'était trop marrant, on était avec, les étudiants Et tu t'apprenais à faire du pain? et on a appris et en fait,
il t'explique comment faire pour avoir, le meilleur bun possible. Du coup, avec ça, on revient à Paris. On a la chance de tomber sur, une boulangère qui est américaine. Donc elle, quand on lui parle de notre histoire de meilleur burger de la planète, elle, ça lui parle complètement parce qu'elle est américaine OK. et donc je le fais pas, mais avec tout son accent américain, elle refait des recettes et cetera et la combinaison des 2, moi, je pense que là, on a atteint un peu le summum du pain et ce délire-là, on le fait Sur chaque composant sur du chaque pain et donc composant. sur chaque étage, donc au moins on Ah, peut le visualiser en face ouais. et quelle va être la première recette alors? De En tout burger? cas, le premier burger que tu vas créer, tu sais, c'est le burger simple, enfin, comment Ouais, ça s'y prend? Ça veut dire que j'imagine, tu itères, tu réitères parce que, ouais. hem, moi j'avais pas idée en fait comment on pouvait, créer un produit comme ça et c'est encore Thierry qui est passé et qui m'a expliqué comment il avait fait. Ouais. Alors lui, par contre, pour le coup, il a vraiment galéré et les gens ne lui ont pas ouvert, si facilement, la porte parce Oui. qu'il avait fait le chemin inverse. Il était parti aux États-Unis Ah ouais, pour savoir comment on faisait les bagels ouais. et en fait, quand il est rev enfin là-bas, il y a des gens qui ont pas forcément voulu l'aider sauf un Mmh. qui s'appelait Scott et je m'en rappelle et en fait, quand il est revenu, la recette américaine était trop fade, en fait, pour les Français Ah! et un peu différente de ce que le palais français accepte. Ce qui est d'ailleurs le cas sur plein de fast-food. Mmh. Le fast-food français, type, je sais pas, KFC, Mmh. si tu manges KFC, aux États-Unis, ce que j'ai fait, le C'est poulet moins n'a bon. pas du tout le même goût. Ouais. Donc en fait, je me dis qu'il y a des adaptations. Mmh. Toi, en fait, est-ce qu'il y aura des adaptations et quelle va être Non, parce ta que nous, première? on va pas aller chercher, aux US. Ouais, On fait tout en France. On ouais. fait tout à Paris, et en Mais tu Alsace. t'inspires pas, tu as pas un modèle aux US où tu te dis: «Mais leurs burgers, ils sont super bons», Non, non? non, 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 Et pourquoi? bah, écoute, je sais pas. Ouais. Non, parce que c'est le Ouais. pays du burger, je sais pas, Oui, dans ta oui, tête, tu oui, te dis: oui. «Mais en fait, je vais aller peut-être trouver un Oui, Gus oui, tu as raison. en Amérique qui fait le meilleur burger du monde» et en Mais fait, ça nous a pas traversé l'esprit une seule seconde. OK. Ouais, Tu t'es dit: «En fait, j'ai tous les produits, je vais ouais, les gérer ici» et voilà. ouais. OK. Et puis aussi, on est la génération, McDo, donc on a grandi avec le burger, donc on a dans notre tête, L'idéal du burger? ben, l'idéal du burger. OK. Ouais. Et quand tu dis ça un petit peu et que tu me parles de restaurant, de tamisage, de température et cetera, hem, comment ça va se passer toi parce que tu vas créer ça, tu vas être avec ton associé, mais comment ça va se passer le fait de, les premiers temps de gérer, les cuisiniers? Est-ce que c'est vous qui allez le faire? Mmh. Gérer la caisse, gérer les stocks, gérer les flux. Ouais. Aujourd'hui, en fait, ça me paraît, hyper simple parce que, maintenant, on parlait de Big Mama, mais bon, il y a Sunday pour des fois la partie paiement. Mmh. Il y a pas mal d'alternatives pour ce qui est, gestion des stocks, trésorerie. Enfin, en fait, il y a tellement de SaaS, Ouais. disponibles sur le marché que, bah, c'est énorme. Mais en 2011, j'ai pas du tout la visibilité sur ça. Bah, il y a pas. Il y a rien, quoi. Bah, comment ça se passe? Bah, tu fais tout à la main. Tu fais tout à OK. la main, à l'ancienne, D'ailleurs, il y avait même pas aujourd'hui, maintenant, les caisses, elles sont sur iPad et tout. À l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, c'était des espèces de grosses caisses, noires, tu pouvais même pas enfin, c'était même très difficile d'en extraire des données, donc c'était clairement un autre monde. Mais quelque part, comme toute l'industrie, bah, on joue avec les mêmes règles du jeu, donc enfin, c'est pas si handicapant que OK. ça. Pas Et tu es obligé mmh. de tout apprendre alors sur le tas? Parce Ah que oui, tu avec qui? Tu as ton associé et dans le restaurant, au début, ouais. vous êtes combien d'employés? Bah, au tout départ, quand on ouvre, il y a genre, je suis, en cuisine avec un commis et lui, il est en salle avec un serveur. OK. Donc Vous êtes vraiment, c'est tout 4. petit, quoi. Mmh. OK. Et c'était quoi la superficie du resto? C'était une quarantaine de couverts. OK. Mmh. Et là, vous l'avez encore ce Ouais, OK, d'accord. Et ouais. c'est genre est-ce que c'est un endroit qui est particulier pour ça ou pas? Bah, ouais, 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 forcément, Ouais. forcément. Et là, on vient de le refaire, donc OK. ça fait tout bizarre de OK, tu es le toute perdue. non, pas perdu, pas perdu, c'est mieux, mais ça change, quoi. Ouais, c'était le lieu iconique et tu l'as préservé ce lieu, par rapport à comment tu l'avais construit à l'époque? Ou alors vous avez fait C'est un la peu V2, OK, c'est mieux. OK, c'est mieux. Ouais, c'est OK, mieux. d'accord. Si on passe un petit peu à l'évolution de ce modèle-là, parce qu'aujourd'hui, quand je vous ai connu, bah, j'ai pas connu en fait ce petit restaurant de quarantaine de couverts, à Paris. Moi, j'ai connu le développement et le premier moment où j'ai entendu parler de PNY, c'était à Lyon, Mmh. donc un peu plus loin quand même que la région parisienne et donc là où ça avait été vraiment créé. Comment tu t'es développé, pour passer de un resto à plusieurs restos? Ouais. Alors au début,
Alors déjà, il faut savoir que nous, on se lance dans l'aventure, pas forcément pour en avoir plusieurs. OK. Nous, on veut ouvrir un resto. On veut ouvrir un resto, je veux être en cuisine, il veut être en salle et notre délire, c'était vraiment que tout Paris vienne, qu'il y ait la queue et que, ça devienne genre l'institution. Mmh. Et en fait, on réussit tellement bien la copie qu'effectivement, il y a la queue, enfin de plus en plus et à un moment, la queue, elle allait si loin qu'on n'arrivait plus à servir tout le monde et qu'on était obligé de dire au dernier, de dire: «Bah, à partir de là, faudra dire que c'est pas possible parce que voilà». OK. Et donc en voyant qu'on refusait de plus en plus de monde chaque jour, on s'est dit: «Bah, ça c'est intenable, il faut qu'on ouvre un 2e pour pouvoir dire aux gens d'aller au deuxième». Et du coup, on ouvre à Oberkampf, donc OK. on est vraiment pas loin de la rue du Faubourg-Saint-Denis, pour désengorger le premier. Mais rebelote à Oberkampf, du coup, on ouvre le troisième et en fait, comme ça, l'air de rien, sans qu'on lève notre nez du guidon, on se retrouve avec 4-5 pieds de why dans, en gros, 1 km² de Paris. OK. Choix voulu du coup de rester dans une zone, plutôt proche? Mais c'était choix, c'était genre, pas réfléchi, tu vois? Parce OK. que, hem, en gros, on cherchait juste des spots à côté pour, Ouais. et c'était à l'époque, c'était la naissance du hipster à Paris, enfin, tout se passait autour de République. OK. C'était là où, il y avait cette hype, à l'époque. Et Si donc en fait, un jour, on se ré c'est vraiment genre limite on se réveille, on est que tous les 2 au bureau, on se réveille, on se dit: «Mais c'est pas possible, on tient peut-être un truc». Voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit: «Mais peut-être qu'il faut qu'on se structure». Du coup, on a recruté au siège. Avant, je pense qu'on était tous les 2. Il y avait peut-être une personne qui nous aidait, un stagiaire quoi. OK. Et hem et il a fallu attendre qu'on soit, ch peut-être 75 employés pour se dire que, «Non mais attends, on a peut-être créé quelque chose, quoi». Ouais, non mais ça c'est fou et donc ces Mmh. restos qui étaient à proximité à chaque fois, hem, vu que tu disais que, bah, c'était pour désengorger, parce que tu savais que forcément peut-être tes clients qui pouvaient pas Mmh. venir là aller au prochain C'est quoi, à ça, la rue d'à côté. c'est ça. Là pareil la direction artistique puisque tu en parles, tu fais quoi? Tu les fais, quasiment à l'identique ou Non, tu ils sont varies quand tous même à chaque différents. fois? OK, Ils sont tous différents parce que, bah, déjà ça nous amuse, OK, premier truc. Ensuite, on pense que nous on aime bien l'idée d'être un restaurant de quartier donc on aime bien s'insérer dans la vibe du quartier et clairement, la vibe qu'il y a, rue Oberkampf, c'est pas du tout la même qu'il y a à Carreau du Temple donc c'est bizarre, et aussi, comme je disais, nous au départ, on voulait créer une institution et donc être unique. Et si on avait fait les mêmes, ça aurait fait un côté un peu chaîne, que tu heu, voulais pas? ouais, parce que ça a une mauvaise image, OK. la chaîne. Parce que la chaîne, elle donne tout de suite l'impression que, tu vas mal faire les choses. Et ça c'est un parti pris qui va faire ta force en tout cas, ou qui va faire la structure générale de ton modèle? Ouais. Parce que quand on s'est appelé, on a parlé un petit peu de ta vision que tu avais de ton business, la manière de le faire, de le gérer. Hem, on va revenir sur ça et on va le traiter même maintenant, comme ça je suis sûr de pas l'oublier. Mais aujourd'hui, en quelques chiffres, vous avez combien de restaurants? Ouais. Aujourd'hui, on a 13 restos. Il y en a 7 à Paris, 6 en région. Donc on est dans les grandes villes, on va être à Lille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, enfin vraiment les grandes villes, Ouais, tu française. disais Lyon. OK. Mmh. Sur un modèle franchise ou pas Non, franchise? on En est propre? on est en propre, on a une franchise à Reims, mais sinon on est, fondamentalement succursaliste. OK, d'accord. Et ça, c'est pareil, c'est votre, votre conviction de pas être sur un modèle, trop franchisé trop vite? Hem, Nous on a toujours été un peu lents OK. et donc le côté franchise où, tu te mets à en ouvrir 10 par an et cetera, je sais pas si on est capable de l'absorber aujourd'hui parce que comme on a cette quête de la perfection, ça prend du temps à transmettre et donc on est dans un métier d'homme et expliquer à autant de gens, à autant de staff que,
Bah, faut tamiser la lumière, mettre une bougie sur la table, mettre de la menthe dans les carafes. Enfin, c'est, C'est compliqué? bah, ouais, enfin, c'est beaucoup, quoi. Ouais. D'embarquer autant de monde. Donc pour l'instant, on ouvre lentement mais sûrement en propre. On n'est pas du tout contre la franchise. D'ailleurs, j'ai des demandes, Bah, assez souvent, souvent. j'imagine. Ouais. Assez souvent, donc Tu je reçois combien alors à peu près je par dois bien mois? recevoir 2-3 par mois OK. et bah, je les reçois tous, j'y réponds Et justement, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça va permettre de comparer à travers les épisodes, mais et pourquoi il y a eu une personne qui a été chanceuse à Reims ah! et qui a eu sa franchise alors? Oui, mais alors, il met la barre haute, il est exceptionnel. OK. Non, mais il a ce côté en fait, il est restaurateur, fils de restaurateur et il a d'autres affaires dans le quartier et en fait, hem, il a le sens de enfin, il a ça dans le sang, quoi. Vraiment, il a le sens de l'hospitalité et limite, en ouvrant la franchise à Reims, on a nous-mêmes appris à être encore plus dans le monde de l'hospitalité. OK. Et Tu as des exemples un peu, non mais moi, enfin, je pense que le jour où vraiment où je me suis dit: «OK, c'est bon, c'est la bonne personne», c'est il nous avait invités dans un de ses restos et en partant, du restaurant, je vois que sur une des tables, il y a un petit, chevalet, tu sais les petits chevalets où il y a écrit ouais? «réservé», sur une des tables et là, cette fois-ci, il y avait pas gravé «réservé», il y avait gravé «Monsieur et madame», je sais plus Delacroix Ouais, OK. et je sors de là et je lui dis: «Mais attends, c'est quoi ça?» Il me fait: «Bah, pour ses meilleurs clients, il a fait graver des chevalets et donc ils ont pas le petit chevalet, réservé, à la place, il leur met les che» et là, je me suis dit: «Mais si ça, c'est pas le sens de l'hospitalité, mais qu'est-ce» enfin et Qu'est-ce que voilà. c'est? Ouais, OK. ouais, ouais. Et toi justement, si chez PNY, si, le matin tu te lèves et je sais pas, tu as tes équipes, tu dois passer dans tes restaurants j'imagine Ouais. et tu leur donnes des consignes, ou en tout cas peut-être que tu leur donnes pas, mais peut-être que Non. tu leur as donné. C'est quoi les choses sur lesquelles tu parles d'hospitalité? Mmh. Pour toi, en fait, aujourd'hui avec le recul que tu as là, depuis plus de 10 ans à être dans la restauration, quelles sont vraiment les choses clés Mmh. où tu dois enfin ça c'est limite élémentaire Ouais. et en fait c'est vraiment enfin ça doit être c'est normalisé Oui, tellement, ça doit être fait de la sorte. oui. Je pense qu'il y a vraiment, en effet, des bases. C'est-à-dire, faut pas commencer à chercher à avoir, à faire des vannes ou avoir un service de brio et cetera, si genre la base elle est pas sinon ça fait, c'est pire, c'est encore pire. Donc la base c'est quoi? C'est que le restaurant soit cleanissime, enfin vraiment nickel, tu peux manger par terre. Ensuite, il y a le côté, physiquement où tu es bien, c'est-à-dire, la bonne lumière, le bon son, la il fait chaud, il fait enfin vraiment le client physiquement, il se sent bien. Ça, c'est la base. Ensuite, il faut que ça arrive vite et chaud. Voilà. Si ça, c'est maîtrisé, là, tu peux commencer à aller, dans, ce que j'appelle le virtuose du service et nous, on a de la chance parce que, on a des gars qui sont vraiment, Qui sont vraiment ah top. ouais, qui sont vraiment pépites. OK. Ils ont un sens du timing, de la vanne, de je reconnais le client, enfin ça c'est O incroyable. ouais, c'est important. Ouais. Et donc là tu disais, que le burger arrive chaud. Mmh. Est-ce que alors ça je sais pas parce que du coup j'ai pas la réponse, mais est-ce que vous faites pas du coup de vente, via plateforme Si, de si, burgers? Vous le faites? OK. si. Et là comment du coup, Mmh. dans la vente via plateforme, tu arrives à maintenir un service de qualité? Ouais. Parce qu'en fait, il y a quelque chose là je vais te taquiner bien sûr, mais bon ça fait partie du podcast, mais en fait là tu as une démarche où en fait, tu as envie de contrôler en partie la marque. Pareil dans son déploiement, mais ce qui est normal parce qu'en Oui. vrai c'est ton bébé, c'est la manière dont vous l'avez créé. Et là, quand tu commences à faire de la service de en ligne, tu vois? Je sais pas, un Uber Eats, un Deliveroo ou peu importe qui que ce soit, en réalité, tu confies une partie de la Ouais. qualité de ton service à un tiers qui n'a pas les mêmes attentes que toi, qui en vrai, le bien-être de ton client, il s'en fout un peu. Comment enfin, comment on peut s'assurer d'à la fois parce que c'est une source de vente et de canal important, j'imagine, le fait qu'on puisse, commander en ligne, et ça peut être aussi une source importante d'insatisfaction. Ouais. Comment on gère cette équation-là? Déjà, nous, on a mis longtemps à y aller. Longtemps à y aller parce que, bah, pour tout ça.
Toutes ces raisons. Toutes ces raisons et en fait, à un moment, on s'est dit: «On veut être institutionnel et donc c'est quand même bizarre de pas être présent». De pas être présent en ligne parce que clairement les modes de consommation avaient shifté. C'était plus, tu te faisais livrer de temps en temps, c'était devenu, normal de se faire livrer 1 fois semaine, 2 fois, voire plus et donc on ne pouvait pas en quelque part laisser la place. Sauf qu'on voulait pas non plus dégrader la qualité. Donc on se retrouve dans cette espèce de dilemme et on se dit qu'on allait essayer d'apporter tout le délire qu'on fait sur place en livraison. Donc ça passe par quoi? Ça passe par un packaging qu'on trouve hyper beau. Donc à l'époque, on avait investi là-dedans, ce qui était pas encore le cas, des autres marques. Donc là où tout le monde livrait en, sachet Kraft, boîte blanche et Ouais. cetera, nous, on est partis, on a fait exprès, on a fait des boîtes roses, logotypées, on a fait un sac spécial et cetera pour avoir ce côté DA, aussi en livraison et ensuite pour la partie beaucoup plus, le côté chaud, on a faire fabriquer on a fait des tests de boîtes, on a fait, là aujourd'hui on a une boîte, on a mis, je sais pas combien de R&D dans le délire OK, pour que, le burger arrive chaud. OK, Normalement, aujourd'hui, comme c'est livré, ça arrive chaud. OK, d'accord et Mmh. donc c'est quoi? C'est une matière spéciale? Enfin, c'est Oui, voilà, c'est plusieurs plis, enfin, c'est des trucs hors de prix et tout, mais en mais c'était un peu non négociable OK. et ensuite, il faut savoir que contrairement à ce qu'on pense, les plateformes ont quand même à cœur, le fait que ça se passe bien parce que, c'est leur, gagne-pain. Ouais, C'est-à-dire que, c'est parce que la livraison se passe bien que le, client va recommander donc ils ont tout intérêt, elles ont tout intérêt aussi à ce que ça se passe, OK. ouais. Très bien. Non, mais c'est une question que je te posais donc, tu vois, cette équation parce que forcément c'est une sorte de marketplace donc tu as le client, le service de livraison Mmh. et tu as toi et comment Et tu gères, tout ça. Hyper intéressant et là pendant qu'on est sur ce sujet-là et de sujet de la restauration, rapide en tout cas de livraison, hem moi, j'ai pendant très longtemps commandé, sur ces sites-là, pendant longtemps. Un peu moins maintenant que je suis à Paris. Bon, maintenant, je sors de chez moi, je tu tout en descends bas. et en vrai, c'est en bas ou pas Mais très oui. loin et je le fais. Mais ça m'est arrivé, à disons, quand j'étais étudiant, de vraiment pas avoir le temps et de commander. Hem, il y a un truc que je trouvais, ces derniers temps, mais je vais le voir, c'est, la rémunération des commerçants derrière ces plateformes-là, Ouais. et la juste rémunération. Parce que à la fois, en fait, moi, je trouve ça maintenant super cher. Genre, je me dis: «Mais je paye tant», alors qu'en fait, j'ai juste à aller en bas de chez Ouais. moi et en fait, j'ai la même commission. Sauf que tu te rends compte qu'en fait, le livreur est pas très bien payé, que les commerçants, pendant Ouais. longtemps, ils ont peut-être eu un gain un petit peu comme, on fait le parallèle taxi VTC. Oui. En fait, au début, c'était un peu l'âge d'or et en fait, tout le monde s'est dit: «Mais en fait, j'y gagne super bien, mes volumes sont forts». Mais en fait, plus le temps est passé, plus j'ai l'impression que les marges se Mmh. sont réduites et donc leurs frais ont un petit peu explosé. Quand on est restaurateur, comment on s'assure du bon mix entre ce qu'on fait en magasin et la présence sur les plateformes et la juste rémunération, tarifaire de ce qu'on vend? Ouais, c'est une très bonne question. OK. Hem, alors avec, Pied Noir, nous, on a vraiment un biais, c'est qu'on aime bien faire des choses très rentables. Parce que, alors c'est quasi philosophique, c'est-à-dire que je pense qu'on a la vie, c'est super court, notre passage sur terre est éphémère Ouais, et donc s se tuer à la tâche pour rien gagner à la fin, franchement non. OK. Donc et c'est drôle que tu poses cette question parce que je me souviens, avant même Deliveroo, avant même, Uber Eats et tout, le premier je pense qui est arrivé à Paris s'appelle Take It Easy, et je me souviens, il était venu me démarcher, j'étais au restaurant du Marais en service. C'était une nana qui était venue me voir en me disant, est-ce que ça te dirait qu'on te référence sur notre plateforme, hem?» pour faire livrer tes Ouais, ouais, plats, bien enfin sûr, bon ouais. bref, elle m'explique le truc et je dis: «Ouais, ouais, ouais», enfin, toi je suis prise dans le service et je lui fais, et en servant et je suis là: «Mais c'est combien ton truc?» Et là, elle me dit, «Ah mais t'inquiète pas, c'est juste 35 de ton chiffre». J'ai regardé, j'ai fait: «Hein? Ah, Quoi? 35%. 35? Mais ça va pas ou quoi?» Enfin, c'est-à-dire que non,
enfin, non. Et elle me fait: «Mais si, c'est tout bénef, c'est que de en gros, c'est que du CA en plus, donc tu enfin, c'est Ouais, c'est tu c'est tu hyper tu vois? bénef», tu Ouais, vois? Je lui fais: «Mais non, parce que moi, ma cuisine, elle a une capacité maximale et ouais, puis, j'ai mes clients sur place. Enfin, jamais de la vie, je les fais passer, en deuxième par rapport à la livraison, c'est pas ouais. possible». Enfin et donc elle insiste et tout et là, je me souviens, j'ai fait: «Mais viens voir». Donc et je la sors et je lui montre la queue et je lui dis: «Mais à enfin, pourquoi j'irais te payer 35 là où, bah, j'ai la queue, quoi?» Ouais, c'est ça. Donc j'ai pas donné suite et du coup, bon, pendant longtemps, nous, la livraison, on la regardait pas, quoi OK. et je suis convaincue mais en tout cas, chez Pied Noir, dans notre modèle, que la livraison, elle est intéressante que si elle devient enfin, que si c'est du beurre dans les épinards OK. et que ça te fait juste, genre, le surplus de CA sans que tu aies à staffer, un peu plus. Enfin, tu vois? Ouais, je En comprends. gros, tu gardes ton staff, sachant et ça fait pas bugger le service sur place, OK. donc le client sur place ne se rend pas compte. C'est de l'économie d'échelle un peu. Exactement. Mais c'est OK. voilà, faut que ça fasse, Ça, 15 c'est calculé quoi. alors? C'est-à-dire qu'il faut Ouais, vraiment que tu saches, c'est ça, OK. c'est ça. Parce que là, tu vois, il y a un sujet que tu parlais, mais et donc du coup, maintenant, aujourd'hui, là, tu parles de 35 mais aujourd'hui, c'est quoi à peu près sur, Alors je peux pas te dire, mais c'est pas 35. OK, OK et ça tu as des c'est parce que j'avais entendu un petit peu, mais les marges d'un restaurateur traditionnel, alors, sur ton secteur, Ouais. est-ce que tu peux les donner? C'est de l'ordre de C'est on fait tous plus ou moins, en gros, la même chose. OK. C'est-à-dire que, ça va être entre 25 et 30 Ouais, de j'avais food entendu, j'allais cost, dire 20 moi, tu vois? entre, 30 et 40 de RH, entre, 12 et 15 de loyer, de frais Ouais, annexes, de compta, de machin. Donc en fait, on est tous plus ou moins dans ces agrégats-là. OK, Mmh. d'accord. Non, mais intéressant. Non, mais parce que c'est toujours ces business models que je connais moins, donc j'ai pas trop en tête les ordres de grandeur Ouais, de ce que ça représente. Hem et si on parlait parce que tu as parlé d'un truc hyper important, et qui est un sujet aussi, peut-être je dirais même central qui est au-delà, je dirais, de la cuisine, c'est tes salariés. ouais, Ça, c'est un gros sujet, ouais. et c'est surtout un sujet parce que en fait, pendant longtemps alors c'était une question que je me posais, mais Heu, les personnes à HEC, quand tu es à HEC, on n'a pas traité le sujet HEC. Puis c'est vrai que l'école, moi j'aime pas en faire toute, une caisse, donc même si tu viens d'une bonne école, c'est moi ce qui compte, c'est ce que tu fais dans la vie. C'est vrai qu'à l'époque, quand tu viens d'HEC, on peut dire: «Mais pourquoi tu vas lancer un restaurant Oui, alors que tu sors d'HEC?» Tu vois? oui, On va dire ça: «Pourquoi tu vas pas en consulting complètement. ou en banque d'affaires ou je ne sais où?» Hem et donc du coup, la question, c'est que tu pars peut-être avec un biais aussi cognitif en fait, t'idéalises le fonctionnement de ton resto. Parce qu'en fait, dans plein de business, il y a plein de trucs où tu dis: «Mais en fait, si je fais ça, si je fais comme ça, mais en fait, sur le papier, ça fonctionne très bien et ça marche». Et moi, il y a pas mal de fois où je me suis dit: «Mais en fait, il faudrait que je lance ça ou que je lance ça». Mmh. Et en fait, je me dis: «Ouais, mais en fait, je suis interdépendant de personnes qui, si elles ne sont pas là Ouais. ou si elles font mal leur job, en fait, ça fait tout capoter, même si je règle au Ah bah centimètre oui, le sujet». bien sûr. Et donc toi, dans le sujet de la restauration, l'humain, ton cuisinier, s'il est enfin, surtout maintenant, j'imagine, mais ton cuisinier, ton serveur, s'il est pas là, ou alors si le mec, je sais pas, il s'est levé le matin, il est Bien pas sûr. content d'être là et ça l'a saoulé et du coup, il parle mal au client, et en fait, bah, en fait, derrière, c'est toi. Ouais. Surtout dans un secteur où, bah, pendant longtemps, il y a eu pénurie, Mmh. c'était pas bien payé, ils sont un peu révoltés. Si je fais le parallèle un petit peu aux soignants, Ouais. parce que, un des épisodes ou l'épisode qui est sorti avant toi, donc on se projette dans le futur, mais c'était Antoine Laurent de Hublot, qui gère les plateformes, c'est une plateforme RH en quelque sorte pour gérer dans le secteur de médical, paramédical, mais surtout chez les établissements de santé, en gros les infirmières qui viennent et qui viennent pas, D'accord. et que ça leur permet en fait de boucher les trous, d'avoir une gestion des plannings plus fluide. Il Mmh. disait un soignant sur 10 ou en tout cas un infirmier sur 10 ne vient pas le matin. Ah En ouais. gros, tu as 10 qui est pas là. Toi, c'est un sujet, en fait, aussi, si on le transpose, de gérer les gens. Oui. Comment on fait, quoi? Comment on fait? Grande question. Hem, Bah, déjà, je pense que à la base, il faut, dézinguer un mythe qui est, de penser que tout le monde peut bosser en restauration et je pense que c'est absolument pas le cas. C'est un secteur
tellement particuliers, physiques, où tu es au service d'eux, que c'est pas du tout, mais pas du tout fait pour tout le monde. Mais en revanche, et ça existe, il y a des gens qui aiment ça, enfin qui OK. aiment être, au service, faire en sorte que, la personne que tu accueilles, bah, elle reparte avec, un moment, super sympa dans sa journée. Enfin, tu as des gens qui s'illuminent avec, bah, en faisant OK. ça, et nous, notre job, on se dit, c'est d'aller trouver ces personnes-là, et en recrutant ces gens-là, en leur donnant tous les moyens de faire leur taf du mieux possible. Franchement, il y a pas de il y a pas de souci, quoi. Je pense que ça se passe vraiment en amont. OK. C'est parce que, on a tendance à se dire que, c'est facile, il faut juste apporter des assiettes et donc n'importe qui peut le faire. Quels sont justement, et là ça va être une question que je vais te poser, je te donne un peu le contexte et je te dis pourquoi. On a encore allez 2 petites questions avant la fin de l'épisode, mais la première chose que je me suis posée comme question, je vais souvent manger à la Brasserie des Prés, Ah oui. que tu connais peut-être, qui fait partie aussi d'un groupe Mmh. de gens qui sont plutôt jeunes d'ailleurs, quand j'ai regardé, qui gèrent l'ensemble de ces restaurants. Et en fait, pareil, le service pas mal. Enfin en tout cas moi à chaque fois que j'y suis allé, Mmh. très bonne expérience. Serveur sympa, plutôt bien. Donc en fait, je suis allé demander en fait au serveur, je leur ai dit: «Mais franchement, vous êtes super sympa, Mmh. vos conditions de travail ont l'air, vraiment pas mal». Et pour te donner une ordre d'idée, on m'a dit: «Alors oui», alors il m'a dit, allez en premier ou deuxième déjà, je suis bien payé. Mmh. Je suis bien payé. Deuxièmement, il m'a dit: «Bah, en fait, le groupe a plusieurs restos Mmh. et donc j'ai la possibilité Ouais. de changer de resto». Donc il change de manager, Mmh. ou en tout cas, il est pas forcément rattaché au même, parce que des fois, bah, dans une équipe, si tu t'entends pas et que tu as ton manager qui est toute la journée derrière toi, en restauration, c'est peut-être chiant. Mmh. Et donc en fait, il a commencé à me donner des clés de lecture de comment on pouvait gérer des gens dans la restauration. Et 3, il m'a parlé de la gestion des plannings, de Ouais. dire en fait, bah, en fait, moi par exemple, je suis là que les week-ends, mais je fais pas Mmh. la semaine. Mmh. Et il y en a d'autres qui font que la semaine et moi, bah, Ouais. je sais pas, je suis étudiant et je fais que les week-ends. Du coup, tu optimises en gros, Mmh. les gens ils sont là parce ils ont envie d'être là et C'est pas ça, parce qu'ils doivent être là. exactement. Et donc la question que je veux te poser à toi, Rafik, c'est de te dire, quelles sont les 3 choses que tu regardes le plus quand tu regardes un serveur, et 3 choses, que tu mets en place toi, pour que tout le monde se sente bien? Tu veux dire qu'au moment du recrutement? Les Ouais, c'est ça. Au 3. moment du recrutement, quelles sont les 3 choses, soit Ouais, green flag, ouais, soit red flag, ouais. et 3 choses, heu, qui toi, genre en gros dans ta manière de penser, fait que à la fin, tu es sûr que si tu réunis tout ça, Ouais. tu crées les conditions propices pour Ouais. atteindre ton objectif? Alors au recrutement, c'est facile. C'est la première, c'est le sourire. C'est on recrute au sourire, c'est notre, règle numéro un. Parce qu'en fait, on se dit que tout ce qui est technique, on arrivera toujours à l'enseigner. Mais en revanche, le côté, avenant, souriant et cetera, c'est difficile à enfin, si tu pas comme ça, tu pas comme ça, quoi. Donc ça avant tout. Ensuite, il y a un côté très, bah, ce que je disais tout à l'heure, espèce d'amour de l'hospitalité. Vraiment, on va aller chercher des gens qui aiment ça, qui aiment servir, qui aiment à la fois bien s'occuper du client et à la fois cette espèce de rush, enfin d'adrénaline, au moment du coup de feu. Ouais. Hem, c'est vraiment une population, enfin, ils se repèrent, on les OK. repère. Et ensuite en 3, il va avoir, ce côté, très autonome et donc responsable. Voilà, ça c'est le parfait mix, du staff PNY. Et ensuite, nous, ce qu'on va faire de notre côté pour qu'ils puissent s'exprimer le plus possible, le truc numéro un qu'on fait, c'est la confiance. C'est-à-dire que, heu, quand on dit qu'on autonomise, on autonomise vraiment. C'est-à-dire, le directeur, il est chez lui, il fait comme il veut, c'est lui qui recrute, c'est lui qui gère, c'est une autonomie très folle, enfin vraiment énormément de liberté. Le deuxième truc qu'on va faire, c'est que, on on va plutôt être dans en fait, on a un bureau qui va plutôt être dans le support que dans le contrôle. OK. Donc en fait, quand on va dans un restaurant, on va plutôt se demander: «Qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses faire mieux ton travail?» que dans l'autre sens.
Voilà, ça c'est vraiment nos 2 Ouais, vos 2 piliers. ouais, nos 2 piliers et ensuite en 3 il y a le côté, on a de la chance, c'est qu'on a quand même créé une belle marque et donc on a, en fait, en ayant des restaurants qui sont beaux, en servant une, nourriture qui est bonne, bah, tu es fier d'appartenir à ça OK, donc tu crées et une voilà. image en tout cas de laquelle tu te réfères qui est assez C'est forte. ça, OK. c'est ça et la quête est sympa. C'est-à-dire, de se dire, on va chercher le meilleur burger, c'est sympa. Ouais, C'est plus c'est sympa que de se dire, «Je vais essayer, de gagner de l'étude», tu ouais, vois? OK. Non, mais je comprends. Non, mais je comprends. Non, mais c'est très clair. Non, mais merci en tout cas, tu m'as éclairé sur ces 3 points-là et je les ai demandés aussi pour moi, cette question-là. Hem, 2 petites questions. La dernière, ça sera vraiment le mot de la fin et celle-là, c'est plus pour, toi, Pianwhy, ton associé. En gros, quelles sont les étapes importantes et l'avenir, à plus ou moins, court terme Bah, alors de la boîte? à court terme, on va continuer, notre bonhomme de chemin, c'est-à-dire, continuer à, ouvrir en propre, des petites pépites, voilà. Sans a là, est-ce que vous avez des fonds spécialisés qui vous accompagnent, des fonds Alors ils sont d'investissement pas ou spécialisés, OK, mais c'est, des fonds d'investissement. OK. Tu peux dire lesquels ou Oui, pas? bien sûr, Ouais, Generis Capital et Initiative et OK. Finance. Donc en fait, voilà, continuer, là-dessus. Franchise, pareil, on reste ouvert à, aux candidatures et aussi, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est une marque, culte. Donc continuer à toujours bien délivrer, à faire en sorte, d'avoir une excellence opérationnelle sur le terrain. OK. Voilà. C'est des beaux objectifs déjà Ouais, et une ouais, belle roadmap. c'est ça. Dernier mot de la fin, plutôt Gracie. On est vraiment allez, ça fait 1 heure et j'ai une question. En tout cas, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt le mot de la fin. Mmh. Avec tout ce qu'on a évoqué là ensemble, c'est toi qui vas l'avoir, Gracie. Waouh! Et en fait, en gros, bah, pendant 1 minute, un peu moins, un peu plus, ça dépend comment tu as envie d'aborder les choses, tu as le mot de la fin et tu peux parler à nos auditeurs de Waouh! ce que tu veux. Je te laisse la parole. C'est pas facile, hein. Ouais, j'avoue, c'est pas facile. Hem, Ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'avec Pienway, on a pris peut-être un contre-pied. C'est-à-dire que le burger, c'était le symbole, du fast-food et nous, on l'a pris et on a voulu, lui redorer l'image et on se rend compte que pour lui redorer l'image, bah, faut faire tout l'inverse du fast. OK, Donc faut tout faire, pas vite. faut tout faire pas vite. C'est-à-dire, faut prendre, enfin, les bêtes, tu les gaffes pas d'hormones et compagnie pour que, elles grandissent à leur rythme. Le pain, bah, tu le laisses pousser. Tu manges à table, tranquillement et pas, sur un plateau à cloche-pied. Voilà, là où, tu mets un éclairage fort, on prend le temps d'allumer des bougies et en fait, dès que tu permets de donner du temps aux choses, bah, tout de suite, ça le rend plus noble. Bah, merci beaucoup, Graphie, pour ce mot de la fin, mais qui est à l'image, de cet épisode, dans le détail. Mmh. On aurait essayé de traiter un peu de tous les sujets un petit peu en détail, mais il nous faudrait des heures pour Mmh. décortiquer vraiment sous le capot tout ce que tu as fait Ouais. en autant de temps. En tout cas, merci beaucoup, Graphie, d'avoir pris de ton temps précieux pour être là en ce jour de pas de Noël, parce que c'est déjà passé, mais de neige et beaucoup de neige. Merci beaucoup, Avec Graphie. plaisir.